Elle est immense, presque invisible, sauf quand il est déjà trop tard. Pas d'aileron dorsal, un souffle en V qui fend l'air et des marques blanches rugueuses sur la tête, sa carte d'identité. La baleine noire de l'Atlantique Nord, une survivante, une géante en péril. Dans cet épisode, je suis pas seulement la voix qui raconte. Je suis aussi là avec mes bottes de terrain, carnet en main, à chercher cette baleine avec l'équipe. À mes côtés, il y a Manon Rioux, une jeune chercheuse passionnée qui passe des heures à scruter l'horizon, et Joël Berthelot, un pêcheur gaspésien qui connaît chaque coin de la baie des Chaleurs et qui a accepté d'embarquer les scientifiques sur son bateau. Ensemble, on part tôt le matin, on observe, on note et surtout, on essaie de répondre à une grande question. Pourquoi cette baleine-là est en train de disparaître? Et comment lui laisser une chance de rester? Bienvenue dans Balado, au cœur du Saint-Laurent, à la découverte des espèces marines en péril. Aujourd'hui, la baleine noire. En fait, elle s'appelle baleine noire parce que sa peau est très sombre, mais on dit aussi baleine franche. Même espèce, deux noms. Franche, ça vient du mot anglais right whale, parce que c'était la bonne baleine à chasser. Elle était lente, elle est pleine d'huile, elle flotte à la surface quand on la harponne. C'est tragique, mais c'est resté dans son nom. Mais aujourd'hui, on essaie justement de changer son histoire en la protégeant au lieu de la traquer. Donc, aujourd'hui, la baleine noire, un mystère à résoudre avant qu'il ne soit trop tard. Quand on croise une baleine noire pour la première fois, on est frappé par sa lenteur, son calme, mais aussi sa vulnérabilité. Pas d'aileron dorsal, un dos rond et lisse qui émerge doucement et un souffle en V qui fend l'air comme un signe secret. Pour mieux la comprendre, on va entendre aujourd'hui Manon Rioux, étudiante à la maîtrise en océanographie dans mon laboratoire de l'Institut des sciences de la mer de Rimouski, à l'UQAR. Elle travaille avec moi sur le projet de recherche sur la baleine noire dans le Golfe. Oui, alors, une baleine noire, c'est une grosse baleine toute dodue qui peut faire jusqu'à à peu près 16-17 mètres de long. Elle fait à peu près 70 tonnes, donc c'est quand même une grosse baleine, toute noire. Elle a des petites callosités au-dessus de la tête là, qui permet en fait de reconnaître chaque individu entre eux. Et on peut la reconnaître en mer parce qu'elle a un souffle en V grâce à ces deux évents qu'elle a devant la tête. Donc c'est grâce à ça qu'on peut la reconnaître en mer et que les scientifiques l'observent en mer du coup. Ces callosités, c'est comme des plaques rugueuses blanches. Chaque motif est unique, un peu comme une empreinte digitale. Et c'est grâce à ça que les scientifiques identifient chaque baleine. Personnellement, je me souviens très bien de ma première rencontre avec une baleine noire. C'était au large de Gaspé avec un ami pêcheur. Et à l'époque, c'était presque inespéré. Souvent, dans mes conférences, quand je présentais les 13 espèces de cétacés du Saint-Laurent, je disais pour la baleine noire, celle-là, si vous la voyez, achetez-vous un billet de loterie parce que c'est vraiment pas souvent qu'on peut la voir. C'était avant 2015. Et aujourd'hui, on a la chance de les voir de plus en plus dans nos eaux. Mais Manon, elle n'a pas encore eu cette chance. Et ça peut paraître bizarre, mais dans son cas, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bah, en vrai, heureusement, parce que mon projet de recherche, il porte sur leur présence ou non dans la zone de pêche au homard, donc qui est une zone où il y a un risque potentiel d'enchevêtrement qui serait négatif pour les baleines noires. Donc, heureusement que j'en ai pas vu pour l'instant. Pourquoi une bonne nouvelle? Parce que justement, son projet de recherche porte sur la zone de pêche au homard. Si les baleines noires s'aventurent là-bas, c'est risqué. Un empêtrement dans les cordages, ça peut leur être fatal. Par contre, il y a d'autres personnes qui ont eu le privilège de rencontrer ces baleines. Joël Berthelot, capitaine et pêcheur gaspésien, qui collabore avec nous depuis le début, se rappelle très bien sa première rencontre. La première fois que j'en ai vu, c'était à 7000 au large de Sainte-Thérèse de Gaspé et l'autre était au large de l'île Bonaventure de Percé. J'avais aussi assisté à plusieurs sorties des deux baleines au large de Sainte-Thérèse avec leur souffle en V et même la chance de voir leur queue. Ce qui m'a marqué de cette espèce, c'est sa capacité de spy hopping, qu'elle sort sa tête perpendiculairement de l'eau. Elle tourne sur elle-même pour surveiller, chose que j'ai juste eu la chance d'observer une fois. Je peux vous dire que c'est impressionnant à voir ces grosses baleines massives, imposantes,
et sans aileron dorsal. Des images que je n'oublierai jamais. Le spy hopping que Joël nous raconte, c'est quand une baleine sort la tête bien droite en dehors de l'eau, tourne doucement comme pour observer ce qui se passe à la surface. Joël me racontait aussi que le souffle des baleines noires, ça peut rappeler le meuglement d'une vache. Et quand on voit jaillir le souffle en V avec un dos immense qui replonge doucement, c'est une image qu'on n'oublie pas. En plus, ça aide vraiment pour nos projets de recherche. Dans nos suivis, chaque observation devient comme une pièce de casse-tête. On sait exactement quand et où une baleine a été vue et on peut suivre ses déplacements au fil du temps. Ça nous permet de mieux comprendre ses routes et les risques qu'elle va rencontrer sur son chemin. Parce que oui, quand on voit une baleine noire, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va bien. Quand on parle d'une espèce en péril, on pense souvent aux chiffres, aux données, aux graphiques. Mais avant de parler de coexistence, on va s'arrêter un moment sur ce que les savoirs autochtones nous apportent. C'est pas juste de la science, c'est aussi une vision respectueuse et très enracinée dans la terre et dans la mer. Depuis toujours, les Micmacs, les peuples autochtones de la côte atlantique, voient les baleines autrement. Elles sont pas seulement des animaux. C'était des animaux, en fait, qui étaient considérés comme les maîtres de la vie dans la mer et comme un allié de Glooskap, une figure créatrice légendaire dans leur tradition. Pour eux, la baleine était une alliée, une source de nourriture, des matières utiles comme de l'huile ou des os, et un symbole vivant du lien profond avec la mer. Aujourd'hui, le gouvernement canadien a entamé des efforts pour intégrer ces connaissances traditionnelles dans la gestion de la baleine noire. Par exemple, dans la compréhension de son habitat historique ou pour mieux orienter la recherche. C'est une approche super intéressante qui permet de voir plusieurs perspectives puis d'apporter ensemble le regard scientifique puis le regard autochtone, chacun avec ses forces pour mieux comprendre et protéger ces espèces-là. Encore une fois, ce qu'on essaie de bâtir ici, c'est une relation où la science, les communautés de pêche et les perspectives autochtones apprennent les unes des autres, pour que la baleine noire reste chez nous, qu'elle y soit bien, et que ça soit pas grâce à un monologue scientifique ben plate, mais surtout grâce à un dialogue qu'on aura fait tout le monde ensemble. La recherche, ça n'a rien d'une aventure de film. C'est beaucoup d'attente et de patience. On part tôt le matin, parfois dans le brouillard, pour parcourir des longues lignes en mer. On appelle ça des transects. Oui, on se lève très tôt, le plus tôt possible pour pouvoir essayer d'avoir la mer la plus plate possible pour faciliter les observations. Puis on fait pas d'observations si la mer est trop agitée dans tous les cas. Donc on part du port vers 6-7 heures à peu près. Et on enchaîne, on fait des grands transects, donc des grandes lignes qui couvrent en bateau, du coup, qui couvrent toute la zone de pêche au homard. Puis on observe. On est 2, voire 3, et on observe en permanence l'horizon. On regarde s'il n'y a pas un souffle qu'on peut observer, ou une petite dorsale, ou une queue, par exemple. Ouais. Et on regarde aussi beaucoup les oiseaux, parce que généralement, quand il y a les oiseaux qui sont en alimentation, il y a souvent de la baleine en dessous. Voilà à quoi ça ressemble la science de terrain. Des jumelles collées aux yeux, un carnet en main et des heures à scruter la mer. Et quand une baleine apparaît enfin, tout se déclenche. On note la position, on prend des photos, on envoie l'info au réseau de suivi. Chaque observation compte. Mais la science, c'est pas seulement sur le bateau. C'est aussi des réunions, des discussions, des briefings, des moments de coordination pour bien planifier tout ça. Fait que là, Manon, tu vas leur faire une espèce de petite formation. J'ai pris les guides de pêche. Après, c'est plus les oiseaux, quand j'ai pris ça. Là, c'est un peu plus... pour ça, puis elle va leur montrer aussi comment rentrer les données. Ouais, ça va c'est être... ça. Ouais, les feuilles de données, c'est les mêmes. Ouais, mais c'est plus pour les rentrer sur le drive. C'est la gestion sur la base de données. Comment... Fait qu'on rédactue un dossier. Toi, as-tu accès pour faire un dossier 25? Je pense que oui. En tout cas, je peux faire ça. Ah oui, Puis dans ce dossier-là, on met les données, les photos, le permis. Fait que si jamais, à un moment donné, vous êtes en mer, le permis va être là. Parce que derrière chaque sortie, il y a une organisation collective. Qui part où, avec quel matériel, comment partager les données. Mais observer les baleines, c'est aussi écouter. Parce qu'elles se parlent et dans de très, très basses fréquences.
mais les baleines noires, elles émettent vraiment dans les très, très basses fréquences. Donc l'oreille humaine, elle va entendre entre 0 et 20 000 hertz. Puis la baleine noire, elle va émettre entre, 50 et 300 hertz environ. Donc ça fait un petit, «wouh» comme ça, mais ça fait 1 seconde environ. Puis c'est quand même très, stéréotypé comme son de contact, ça s'appelle un up call et c'est comme ça qu'on peut les reconnaître. Hertz, c'est l'unité de fréquence. 50 Hertz, c'est comme le ronronnement d'un frigo. 300 Hertz, c'est plutôt comme une base dans une chanson. Et imagine ce signal couvert par un cargo de 300 mètres, c'est comme essayer de parler dans un micro pendant qu'un avion décolle juste à côté. Imaginez des appels graves qu'on n'entend pas à l'oreille nue, mais qui résonnent dans l'océan comme un coucou entre les baleines. C'est ces sons-là qui permettent aux scientifiques de les repérer, même quand elles restent invisibles. Alors justement, je suis en plein dedans là, c'est compliqué parce que des fois les baleines à bosse, elles, jouent un peu avec nos nerfs, puis elles font des petits, up calls un peu, pas exactement pareil, mais ça peut se confondre des fois. C'est un peu l'enjeu, mais là, j'avoue, des fois, avec les baleines à bosse, c'est quand même pas évident parce que les baleines à bosse sont les reines pour les vocalistes, là, c'est tout un enjeu aussi, ça. Et oui, parfois comme ça, elles croisent d'autres espèces comme les baleines à bosse. Et là, c'est un mystère total. Est-ce qu'elles s'entendent vraiment? On ne le sait pas encore. Les baleines laissent aussi des traces invisibles, leur ADN. L'autre partie de notre projet, c'est de l'ADN environnemental. Donc, tous les animaux, dans leur environnement, ils laissent des traces d'ADN. Ça s'appelle l'ADN trace, ADN environnemental, sous forme de squame, de mucus ou autre. Puis, grâce à ça, quand on prélève, de l'eau et qu'on la filtre, on peut récupérer de l'ADN, de ces animaux-là et on peut savoir s'il y avait la présence, par exemple, de baleines noires ou d'autres, espèces, au moment du prélèvement d'eau. Donc ça, c'est une autre façon aussi de pouvoir, la suivre puis l'étudier. L'ADN environnemental, c'est comme une sorte de signature biologique laissée dans l'eau par le mucus ou la peau, comme si la baleine avait laissé une carte de visite invisible. C'est fascinant, ça nous permet de savoir si la baleine est passée par là sans la voir. Et même leur déplacement, c'est vraiment une énigme. Elle suit son frigo, là, son frigo, il bouge, enfin, il bouge. C'est pas le frigo qui bouge, mais en tout cas, elle a un nouveau frigo qui apparaît ailleurs et elle va se nourrir ailleurs, là. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Leur frigo, c'est le plancton, des calanus pour être plus précis. Et quand la nourriture change d'endroit à cause du climat ou à cause des courants, les baleines noires se déplacent, elles aussi. Sur le terrain, chaque mission est différente. Des fois, on voit rien pendant des jours, des fois, il y a plusieurs baleines la même journée. C'est ça la science. Une combinaison de patience, de méthode et un peu de chance. Mais surtout, c'est un effort collectif. Il y a des chercheurs, des pêcheurs, des techniciens, des pilotes d'avion, des observateurs. Chacun apporte sa pièce du casse-tête. Parce qu'au final, ce qu'on cherche, c'est comprendre où vont les baleines, comment elles se déplacent et surtout comment on peut leur laisser un passage sécuritaire. La baleine noire vit avec un compte à rebours. Imaginez une classe d'un peu plus de 350 élèves, mais chaque fois qu'un élève disparaît, il n'est pas remplacé. C'est une espèce qui est en danger critique d'extinction. Ouais, il reste, même pas 372 individus pour les derniers chiffres qui sont sortis pour 2024. Donc là, l'enjeu, c'est vraiment d'essayer d'estimer toujours, la population, d'essayer de savoir où elle va, qu'est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle fréquente des zones, où il y a des risques importants, par exemple de collision ou d'enchevêtrement dans les engins de pêche. Ça, c'est les 2 principales causes de mortalité, pour la baleine noire. On a à peu près 80% de l'espèce qui ont déjà fait face à, des problèmes à cause des activités anthropiques, donc collision ou enchevêtrement dans les engins de pêche. Donc là, ce qui intéresse, les scientifiques, c'est d'avoir toujours plus de données, toujours plus d'informations sur l'espèce pour mieux la protéger. Les activités anthropiques. Ça, anthropique, ça veut dire que c'est causé par les humains. Ben oui, la plupart du temps, c'est de notre faute. Et ici, on les passe en revue, ces fameux facteurs anthropiques. De quoi ça aurait de l'air? D'abord, les cordages. Pensez à des centaines de cordes verticales, comme un rideau dans la mer. Une baleine de 16 mètres qui s'y prend, ça peut traîner les cordages sur des kilomètres et s'épuiser, se blesser, parfois jusqu'à en mourir. Dans le projet avec le regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie,
on se penche justement sur ces questions-là, à savoir s'il y a des baleines ou non dans la zone de pêche au homard. Donc, il y a un risque potentiel d'empêtrement qui serait vraiment négatif pour les baleines noires si on en trouvait sur les lieux de pêche. L'autre grande menace, ce sont les collisions. Une baleine noire, ça nage lentement, souvent juste sous la surface. Pour un cargo de 200 mètres lancé à pleine vitesse, ces baleines-là sont invisibles. Attends un peu, là. Comment ça, si elle fait 16 mètres, les cargos la voient pas, la baleine? Devrait peut-être ouvrir les petits quenouilles un petit peu? Imagine une auto qui frappe un chevreuil la nuit. C'est un peu le même principe, mais en 1000 fois plus gros. Les collisions et les empêtrements, ça compte pour la grande majorité de la mortalité des baleines noires. Et en 2017, c'est arrivé comme une série de coups de massue. Un matin de juin, un appel. Une baleine noire retrouvée morte dans le golfe du Saint-Laurent. Quelques jours plus tard, un deuxième appel. Puis une troisième baleine morte. Une nouvelle baleine noire a été retrouvée morte. Le mystère sur la mort de baleine noire dans le golfe du Saint-Laurent plane toujours. L'autopsie d'une 8e carcasse avait lieu aujourd'hui au Nouveau-Brunswick. 8 baleines noires de l'Atlantique Nord sont mortes. À un rythme si élevé qu'il en est inquiétant. C'est une véritable hécatombe. 2 nouvelles carcasses de baleines noires. L'hécatombe des baleines noires se poursuit. Cela porte à au moins 9 le nombre de baleines noires qu'on a retrouvées mortes dans la région. Une situation extrêmement préoccupante, une 10e qui a été retrouvée sans vie. Une solution là, pour cesser cette hécatombe de baleines noires. C'est le 16e décès de baleines enregistré depuis le début de l'année en Amérique du Nord, soit 4 fois le nombre total de décès constatés en 2016. Chaque semaine, ça semblait apporter une autre mauvaise nouvelle. Au total, en 2017, 17 baleines mortes, dont 12 dans les eaux canadiennes. Pour une population d'à peine 370 individus, c'était un désastre. Je m'en souviens comme si c'était hier, chaque nouvelle carcasse, c'était un choc pour les chercheurs, pour les pêcheurs et pour toutes les communautés côtières. On avait peur d'assister en direct à l'extinction d'une espèce. Et en 2019, quand on a commencé à compter encore une dizaine de décès supplémentaires, la panique a un peu refait surface. On se disait, bon, ça recommence. C'est normal que ça stresse tout le monde parce que quand tu vis au bord de la mer, tu sais que c'est pas une baleine abstraite dans un livre ou dans une histoire. C'est un peu comme une voisine. Et si elle disparaît, c'est une partie de l'océan qui s'éteint. Il y a le climat qui change aussi et les baleines noires en paient le prix. Leur garde-manger, le plancton, n'est pas toujours là où elles l'attendaient. Avec le réchauffement des eaux, ce minuscule crustacé se déplace vers le nord. Résultat, les baleines noires deviennent des réfugiés climatiques en quelque sorte. Elles vont quitter leurs anciennes routes migratoires comme la baie de Fundy ou la Nouvelle-Angleterre et viennent de plus en plus dans le golfe du Saint-Laurent. Mais ce déplacement a aussi un coût. Ici, elles vont rencontrer beaucoup de navires, beaucoup de cordages de pêche et beaucoup de dangers. L'autre chose, c'est que l'océan n'est plus tellement silencieux. Des cargos, des bateaux de pêche, des croisières, des moteurs, tout ça, ça crée du vacarme permanent sous l'eau. Le problème, c'est que la baleine noire utilise des sons très graves pour communiquer. Et ces sons se trouvent dans la même gamme de fréquences que le ronronnement des navires. Imagine, tu essaies de chuchoter un secret à ton ami, mais vous êtes au milieu d'un concert de rock. C'est exactement ce que vivent les baleines noires. Résultat, elles s'entendent moins bien, trouvent plus difficilement leurs petits ou leurs partenaires et ne détectent pas toujours les navires qui foncent sur elles. Mais même quand elles survivent, il n'y a pas assez de naissances. Une femelle fait son premier veau à 10 ans et seulement un veau à tous les 3 ou 4 ans. Certaines années, comme en 2017, 0 naissance. En 2019, 7 veaux. En 2021, 20. 2024, 20 aussi, mais tous n'ont pas survécu. C'est comme une école où certaines années, il y a plein d'élèves et d'autres presque personne. Impossible de bâtir une population stable. Le constat, collision, cordage, climat, bruit, naissances insuffisantes. Tout ça fait de la baleine noire l'une des espèces les plus menacées de la planète. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'il y a des solutions. Et c'est ce qu'on va explorer maintenant.
Protéger la baleine noire, c'est pas un rêve lointain, c'est une mission bien réelle et urgente. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Au Canada, elle est protégée par la loi sur les espèces en péril. Ça veut dire qu'il y a des mesures concrètes pour aider l'espèce, comme par exemple l'interdiction de s'approcher à moins de 400 mètres, des fermetures temporaires des zones de pêche quand une baleine est repérée dans le territoire, des ralentissements obligatoires pour les navires afin d'éviter les collisions, et toutes sortes de suivis intensifs et des partages de données pour s'assurer de bien comprendre l'espèce. Mais ces règles, elles ne fonctionnent que si tout le monde joue le jeu. Et sur l'eau, ce sont les pêcheurs qui sont aux premières loges. Écoutons Joël Berthelot, capitaine et pêcheur qui a vécu la fameuse fermeture de 2017. Le 15 juin 2017, il y a une baleine noire qui est apparue à environ 11 km de la côte de Chandler. Selon le protocole établi à ce moment-là, pour la protection de la baleine noire, toutes les zones de pêche entre Port-Daniel et Percé ont été fermées, ce qui a forcé plus de 65 capitaines propriétaires au mardier à sortir les engins de pêche des eaux pendant 15 jours, soit les 15 derniers jours de la saison d'homard 2017. Bien sûr, ce qui a entraîné la perte d'emploi pour plusieurs aides-pêcheurs, en plus d'avoir un impact sur l'approvisionnement des usines de transformation et des revenus d'entreprise des capitaines propriétaires au mardier. Donc, un fort impact pour l'économie de la région. Évidemment, pour Joël, c'était un coup dur. Mais aujourd'hui, il en parle avec une certaine dose d'espoir. Selon les observations que nous avons faites et les efforts de protection effectués par les pêcheurs, oui, c'est possible d'avoir une coexistence entre les mammifères marins et les pêcheurs. Comment fait-on pour coexister avec une baleine? Suffit-il de payer le loyer à deux? Pas exactement, Tom. Ça veut dire qu'on adapte nos pratiques. On ferme les zones quand les baleines sont là, on adapte les vitesses pour les navires et on fait même des engins de pêche sans cordage en surface. Comme ça, les baleines et les pêcheurs peuvent partager la mer sans danger. Coexister, ça veut dire protéger les baleines sans sacrifier complètement les communautés côtières. Et ça, c'est possible si on travaille ensemble. Dans les dernières années, des nouvelles idées ont vu le jour. Des maillons faibles, comme Joël nous l'indique, mais aussi des casiers de pêche sans cordage en surface. Ah, mais oui, des casiers de pêche Wi-Fi, c'est connu. Presque. On appelle ça des casiers sur demande. Le cordage reste au fond et remonte seulement quand le pêcheur envoie un signal. Bon, on poursuit. Les casiers sans cordage, des cartes dynamiques de présence des baleines, des hydrophones qui écoutent en continu, de l'intelligence artificielle pour prédire le déplacement des baleines et même des drones pour les repérer plus vite. Tout ça, c'est de la science et de la technologie au service de la protection. Mais l'élément clé, ça reste quand même les pêcheurs. Parce qu'on aura beau avoir toute la technologie du monde, si les pêcheurs ne font pas équipe avec nous, ça va être beaucoup moins efficace. Heureusement, ils sont là depuis le début de la crise. Et comme nous l'explique Joël, c'est ça dans le fond, la coexistence. Les pêcheurs sont de plus en plus conscients de l'importance d'une coexistence grâce aux efforts de leur regroupement. Plusieurs projets de recherche ont déjà été faits. Ce qui me vient en tête en premier, c'est le projet du maillon faible installé sur les lignes de casier. Le regroupement des pêcheurs du secteur est très proactif. Il a à cœur d'informer et d'éduquer tous ses capitaines propriétaires sur la protection des mammifères marins. En plus de favoriser une protection et un renouvellement de la ressource. Chaque sortie en mer, que ce soit à titre personnel ou professionnel, c'est une aventure en soi. On ne sait jamais quel spectacle d'aventure nous attend. Les pêcheurs, oui, mais ça prend aussi toutes sortes d'humains motivés pour continuer cet effort-là. Et c'est là que Manon, notre jeune chercheuse, nous ramène à l'essentiel. C'est ça, en fait, pour les plus jeunes, là, faites de la recherche, essayez de toujours mieux comprendre l'espèce, parlez-en autour de vous, puis essayez de vous renseigner un peu sur comment elle va, essayez de la suivre au fil des années. Ça peut être une bonne idée. Puis toujours faire attention là pour le réchauffement climatique parce que ça impacte quand même l'espèce, toute l'espèce en soi, mais celle-là particulièrement. En clair, l'avenir de la baleine noire dépend aussi de l'avenir de celles et ceux qui la défendront. Chaque enfant qui lève les yeux vers l'horizon, chaque jeune qui s'intéresse,
C'est une chance de plus pour cette espèce-là. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? D'abord, respectez la règle des 400 mètres si vous êtes en bateau ou en planche à pagaie. C'est obligatoire et c'est vital pour l'espèce. Ensuite, signalez immédiatement toute baleine noire morte, empêtrée ou en détresse. Chez nous, le 911 des baleines ou le numéro à signaler en cas d'urgence, c'est celui du Réseau québécois d'urgence pour les mammifères marins et c'est le 1-8777-BALEINE. Facile à retenir, non? Vous pouvez aussi soutenir les organisations sérieuses qui travaillent sur le terrain ou participer à des projets scolaires sur les espèces en péril. Parce que chaque geste compte. Chaque filet évité, chaque ralentissement respecté, chaque enfant qui apprend sur les baleines, tout ça, c'est des graines d'espoir. La baleine noire n'a pas encore perdu. Elle est toujours là, à souffler son grand V dans le ciel du Saint-Laurent. Et si elle revient année après année, c'est parce qu'on lui a peut-être laissé une chance. La baleine noire de l'Atlantique Nord est l'une des plus menacées de la planète. Son histoire est marquée par la chasse, les collisions, les empêtrements dans les cordages, mais aussi par l'espoir, la science et l'engagement de ceux qui refusent d'abandonner. Elle pourrait vivre 70 ans, mais pour ça, il faut que nous, les humains, nous lui donnions une chance. Et cette chance, elle provient de partout. Des pêcheurs qui adaptent leurs pratiques, des scientifiques qui testent des nouvelles technologies, des communautés autochtones qui rappellent le respect qu'il faut porter à la mer et de chaque jeune qui s'intéresse aujourd'hui à cette espèce-là. C'est se renseigner, essayer d'en parler le plus possible peut-être, essayer que ça se démocratise un peu cette espèce en voie d'extinction parce que finalement, il y a quand même pas mal de gens qui ne savent pas ce que c'est une baleine noire, qui ne savent pas pourquoi elle est en danger. Parce qu'évidemment, une seule mort de plus, c'est une mort de trop. Mais que chaque filet évité, chaque ralentissement appliqué et surtout chaque enfant qui parle des baleines noires, c'est une victoire. Merci d'avoir été avec nous dans Balado, au cœur du Saint-Laurent, à la découverte des espèces en péril. Un merci tout spécial à Manon Rioux et Joël Berthelot et à toute l'équipe qui consacre son énergie à protéger cette espèce. Cette série est une production de Jeunesse maritime du Saint-Laurent, réalisée avec l'appui du Programme d'intendance de l'habitat pour les espèces aquatiques en péril de Pêche et Océan Canada. Le montage et la réalisation sont signés Tommy Goupil et moi, je suis votre animatrice, Lynne Morissette. Cet épisode est dédié à Stéphane Plourde, Chris Taggart, Sarah Maud Gagnon et Joe Hollett, des passionnés des baleines qui sont partis beaucoup trop tôt. Leur trace ne s'efface pas, elle vit dans chaque regard qui scrute l'horizon, dans chaque décision prise pour protéger une espèce et dans chaque souffle de baleine qui fend encore le ciel. Tant qu'il restera des voix pour raconter, tant qu'il restera des mains pour agir, leur engagement continuera d'habiter l'océan. Et si vous, un jour, vous croisez une baleine noire et que vous sentez votre souffle coupé, c'est peut-être qu'elle vous aura reconnu comme un allié.